Bonsoir, merci de regarder Espace TV à Dakar, Abidjan, Luanda. Bienvenue dans Politiquement Correct. Ce soir, nous parlons de la crise au sommet du parti qui était en tête avec 43,69% du premier tour des élections présidentielles de 2010 en Guinée et deuxième avec 47,48% au second tour, l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG. Cette semaine, l'UFDG a suspendu son vice-président Amadou Ouriba pour avoir créé un bureau fédéral parallèle en France et d'avoir incité des militants à en faire autant. Les questions que l'on se pose dans cette émission, comment cette décision a-t-elle été prise? Quelles peuvent être ses conséquences? Pour en discuter sur ce plateau, nous recevons Ousmane Gawal Diallo. Il faut le rappeler, il est membre du bureau exécutif de l'UFDG. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, bienvenue dans cette émission. D'entrée en matière, je vais vous poser la question de savoir quel regard portez-vous aujourd'hui sur l'actualité sociopolitique de notre pays ces dernières semaines? Disons, la Guinée vit des situations extrêmement compliquées. Nous avons une crise sanitaire qui s'est déclenchée, qui a pris une ampleur importante au mois de mars dernier, mais dont les prémices, les débuts ont commencé au mois de janvier. Il y a eu un retard à l'allumage. Apparemment, les uns et les autres sont en train de prendre les responsabilités. Ça a mis du temps. La maladie a eu le temps de se propager aux quatre coins du pays et de se propager dans la sous-région. Une inquiétude extraordinaire qui a eu un impact négatif à la fois sur l'image du pays, mais aussi sur les investissements, etc. Un ralentissement qui se sent dans la ville. Et puis une crise sanitaire qui est venue trouver et accentuer une crise sociale, une crise politique, une crise de confiance dans notre pays. La Guinée cherche ses marques. Justement, on va un peu retarder sur cette crise sanitaire, parlant de la fièvre Ebola. Pour beaucoup de Guinéens, aujourd'hui, cette fièvre a été inventée, ça n'existe pas. Est-ce que là n'est pas encore grave, d'autant plus qu'on dit que c'est une maladie qui n'a pas de remède? Cela montre encore la défiance qu'il y a par rapport à la parole de l'État, par rapport à l'autorité de l'État. Quand on voit nos concitoyens, certains imaginer un instant qu'on peut parler de ça, que l'Organisation mondiale de la santé peut attester quelque chose, que Médecins sans frontières, que les chancelleries de certains pays vont fermer les frontières juste parce que quelque chose d'inventé, je pense que c'est avoir beaucoup de mépris pour la parole publique. Et il est important que l'autorité de l'État se rétablisse aussi et qu'il y ait une confiance entre l'État et les citoyens. C'est ça, ça montre aussi cette crise de confiance-là. Et dommage, par contre, et ce qui est clair, c'est que cette maladie est bien en Guinée, elle existe. Il faut prendre des dispositions minimales. Elle ne se propage pas par l'air, elle se propage par des contacts entre des personnes en phase aiguë de développement de la maladie et des personnes saines. Donc il faut faire attention à cela. C'est une maladie qui existe, ce n'est pas une invention, ce n'est pas un sujet politique, c'est un sujet sanitaire de santé publique, donc c'est fondamental. Mais les interrogations des uns et des autres indiquent aussi la défiance qu'on a vis-à-vis de la parole de l'État. En tout cas, ces dernières heures, on nous apprend qu'il y a eu 27 cas donc enregistrés et à Conakry, mais également à Guéguédou, à l'intérieur du pays. Vous parlez d'une crise sanitaire, c'est vrai, elle existe, mais les autorités sanitaires, on a l'impression qu'elles fuient leurs responsabilités. D'où, aujourd'hui, nous avons la création parallèle d'un comité de soutien. Quel est le regard d'un député de l'UFDG, Ousmane Gawal Diallo? Une inquiétude majeure. La première chose qu'il faut voir dans cette maladie, c'est qu'il y a eu plusieurs étapes de communication. Dans un premier temps, il faut diffuser le message pour informer les populations, pour qu'on prenne des dispositions, circonscrire la zone de la propagation de la maladie, pour éviter qu'elle contamine toutes les régions du pays. Cela n'a pas été fait rapidement. Et jusqu'à présent, on continue d'avoir des marchés hebdomadaires dans des endroits très contaminés par la maladie. Ça, c'est quelque chose d'irresponsable. Je pense qu'il aurait été clair que l'État dise que dans les zones de risque, Guéguédou, je crois, et Kissidougou, que dans ces zones-là, que les marchés hebdomadaires sont stoppés, que le trafic humain, les transports humains entre ces régions et les autres parties de la Guinée doivent être contrôlés. Ça, ce serait quelque chose de formidable, au lieu de laisser faire. La deuxième chose, c'est que le discours des hommes de la médecine. On a entendu la directrice de l'hôpital de Donka se vanter en disant « À Donka, on a guéri des malades ». Quand on dit on a guéri des malades, ça veut dire qu'il y a une solution. Ça veut dire qu'il y a un miracle, il y a eu des médicaments. Ça veut dire que si les gens viennent à Donka, ils peuvent guérir. Or, ce n'est pas vrai.
Il faut dire aux gens qu'on n'a pas guéri des gens. C'était des gens qui étaient en observation parce qu'ils ont été en contact à un moment ou à un autre avec des malades. Et quand on passe une période de 3 semaines d'observation et que la maladie ne se développe pas, on considère qu'ils sont négatifs, on les abandonne. Il faut dire un discours clair dans ce cadre-là. Et cela n'a pas été fait. Ça, c'est quelque chose d'incroyablement maladroit. Et ça a permis de relâcher la vigilance dans nos populations. Dès qu'on a commencé à diffuser dans les médias l'idée qu'on a guéri des malades, on entend des médecins sortir, dire « ouais, j'étais guéri », etc., les gens ont relâché leur vigilance. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement négatif. Selon vous, à qui la faute La faute à l'État, la faute aux médecins, la faute à l'irresponsabilité du directeur de l'hôpital national d'Onka. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Quand on n'a pas de solution médicale, quand on n'a pas une thérapie claire pour une maladie, il est impossible de dire comme ça, de faire de la propagande comme si des solutions miracles venaient de cet hôpital. C'est irresponsable. Maintenant, il faut continuer à encourager l'information. Il faut impliquer toutes les personnalités importantes du pays dont la parole peut porter, qu'il s'agisse des politiciens, des religieux, des sportifs, des musiciens. Tout le monde doit contribuer pour faire en sorte que l'information soit diffusée. Non pas pour créer la panique, mais pour rassurer, pour sensibiliser, pour faire comprendre, pour que chacun d'entre nous prenne ses responsabilités pour limiter cette maladie parce que c'est quelque chose de grave. Et puis ça a montré des défaillances. L'État guinéen n'est pas un État organisé pour faire face à des crises sanitaires. On n'a pas un système d'alerte pour informer. On n'a pas un système de prise en charge des malades. Lorsqu'on a une crise, on voit avec à peine moins de 200 personnes entre malades et morts, le pays est débordé. Il faut faire appel à la médecine étrangère, il faut faire appel au secours, etc. Le pays n'a aucun système de secours organisé. Deuxième défaillance, il n'y a pas de prise en charge des médecins. Il faut que les médecins qui sont la première couche vulnérable dans ce type de crise soient protégés. On a perdu beaucoup de médecins parce qu'ils ont voulu, si vous voulez, accomplir leur serment d'Hippocrate, aller au contact des malades, les apporter des soutiens, les soins qu'il faut. Des médecins sont décédés. Il faut que l'État envoie un signal fort pour dire que les médecins qui sont décédés dans ces circonstances-là, ce sont des accidents de travail, que leurs familles soient prises en compte, que des dédommagements financiers soient adressés, qu'une prise en compte sociale et matérielle soit adressée à leur famille. C'est comme ça un État responsable, c'est comme ça qu'on a. Et puis après, on tire les leçons pour mettre en place une chaîne de gestion de la crise. Une crise sanitaire dans un pays doit être préparée, répétée, organisée pour qu'elle puisse être efficace. Je parle bien de la réponse. D'accord. On va parler du comité de soutien qui est géré aujourd'hui par, en tout cas, le département de la communication. Est-ce que vous partagez cet avis? Est-ce que le département de la communication, comme beaucoup d'observateurs estiment, gère à l'amabilité de gérer la santé en Guinée? Non, déjà, le ministre actuel, M. Makanera, ne connaît pas son travail. Ce n'est pas un problème politique. Ce n'est pas un problème de propagande. C'est un problème de santé publique qui est exclusivement réservé au ministère de la Santé et au personnel de santé. Ce n'est pas un problème pour aller faire de la mamaya. Il faut que ce ministre se ressaisisse et qu'il reste dans le droit chemin du travail pour faire face aux problèmes de la Guinée. Ce n'est pas au ministre de la Communication de gérer ça. S'il y a une assistance sanitaire, s'il y a une assistance financière pour mettre en place une chaîne de crise, pour gérer la situation, il faut laisser ça à la responsabilité des médecins et au ministère de la Santé. Il faut absolument faire, et c'est cette propagande, cette intrusion malencontreuse de la politique dans cette crise qui fait aussi, qui affaiblit, qui crée cette suspicion, qui entraîne nos concitoyens à imaginer que tout ça c'est un coup monté, une opération montée pour ne pas que l'État ait à faire face aux obligations qui sont les siens vis-à-vis des populations guinéennes. Et parlant toujours de ce comité aujourd'hui, on apprend qu'il y a beaucoup de sociétés qui donnent de sous, en tout cas pour accompagner les malades, mais de par le passé, on sait, c'est que ces comités de soutien, on a quand même une mauvaise donc histoire avec ces genres de comités. On se rappelle lors de la Coupe d'Afrique des Nations, au Gabon, Guinée équatoriale, où il y a eu un comité qui a récolté des fonds, mais jamais ces fonds n'ont servi à, en tout cas, encourager les sportifs. Est-ce que, pour ce cas précis, vous avez vraiment la foi en ce comité? Déjà, nous ne croyons pas à la gestion saine de l'État. Nous ne croyons pas à la responsabilité de l'État. Nous ne croyons pas que l'État guinéen soit un État responsable. Nous ne croyons absolument pas à cela. Maintenant, s'ils se mettent aussi à inventer des structures parallèles pour gérer à la place des structures officielles qui existent, je pense que là, il y a un problème, une confusion de genre, une confusion qui peut créer une crise sanitaire d'une grande envergure dans notre pays. Il ne s'agit pas de dire que l'État ne doit être absent, mais nous avons des structures en place. Les gens qui font des donations doivent faire des donations en direction des hôpitaux, en direction rien que des hôpitaux, là où il y a les malades. Là où il y a les malades, c'est là qu'on peut mettre en place ces structures de prise en charge.
Et puis avec des besoins qui sont identifiés dans une transparence totale. S'il s'agit d'acheter des médicaments, s'il s'agit d'aménager des espaces pour prendre en charge médicalement les malades, il faut le faire. Mais ce n'est pas un outil de propagande, ce n'est pas un outil politique, ce n'est pas un instrument de communication. Il s'agit d'informer, non de communiquer sur l'action de l'État. D'accord. Une dernière question certainement par rapport à cette crise sanitaire. Vous êtes au niveau de l'Assemblée aujourd'hui, vous vous êtes installé, vous avez commencé certainement les travaux. Quel est le regard que porte l'Assemblée nationale sur cette crise sanitaire? Ça montre deux choses. Ça montre que le gouvernement de la République, quand ils ont décidé de soumettre le budget 2014 à l'Assemblée, n'ont pas voulu associer le nouveau Parlement. À juste raison. Il n'y a que 11% de notre budget national qui est consacré à la santé. Alors même que les institutions internationales recommandent un minimum de 15% du budget national pour la santé. La Guinée est en dessous des recommandations africaines. Est-ce que ça veut dire que vous ne pouvez rien faire par rapport à l'état actuel, on ne peut que dénoncer. À partir du moment où un budget est voté, il est mis en exécution. L'Assemblée nationale ne peut que critiquer, on ne peut pas changer. Il appartient exclusivement à l'État de déterminer la politique économique et sanitaire qu'il veut faire suivre. Nous, quand on vient nous voir, on nous présente un budget qui est en adéquation avec la politique qui est définie. Et c'est notre désir, c'est de voter ou rejeter ce budget. Donc aujourd'hui, on ne peut rien. Il y aura un collectif budgétaire très prochainement où on va nous soumettre le budget rectificatif du budget 2014. Je pense que l'État devra pourvoir en fonds suffisamment les budgets de la santé, celui de l'éducation et les budgets d'investissement pour sortir notre pays de sa léthargie. Donc la situation est difficile. L'Assemblée nationale, malheureusement, est désarmée pour y faire face. Nous ne pouvons qu'apporter de la compassion et de la critique pour pousser l'exécutif à s'améliorer. D'accord, on va pousser le débat, pourquoi pas parler de cette assemblée qui qui a été finalement installée ces dernières semaines. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour changer la donne dans ce pays? Plusieurs choses ont évolué. Nous sommes mis au travail dès l'ouverture de la session au mois de janvier dans la commission des lois. Même s'il y a des bureaux jusqu'hier qui ne sont pas encore installés. Oui, je vais venir. Ouais. Il y a des choses qui ont évolué. Nous avons travaillé, nous avons proposé un projet de loi sur le règlement intérieur qui est une loi organique. Nous avons des lois qui ont été déposées dont on prendra connaissance la semaine prochaine certainement. Ça, c'est des progrès, disons. Après, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. L'Assemblée nationale n'existe pas. Nous avons hérité un bâtiment vétuste, sale, inapproprié pour les travaux d'un parlementaire. Il n'est pas encore opérationnel jusqu'à aujourd'hui. Donc, nous avons un environnement à rechercher pour travailler. La Guinée, ce n'est pas un État sérieux. Un État sérieux a des bâtiments officiels pour ses institutions. L'Assemblée nationale ne doit pas être en location d'un bâtiment de spectacle pour pouvoir siéger. Ce n'est pas possible. Allez-y par moment à l'Assemblée nationale. La salle du 28 septembre est utilisée pour faire des spectacles. Et puis, la plénière est juste en dessus, la musique en bas, les parlementaires en haut. Ce n'est pas sérieux. Est-ce que dans ce cas, on peut s'attendre vraiment à un travail sérieux de cette Assemblée? Ça dépend des sujets. Si les sujets qu'on nous confie, ce sont des sujets sérieux, la Guinée peut faire un travail sérieux. L'environnement est important, il n'y en a pas aujourd'hui, mais l'absence d'environnement ne doit pas bloquer le fonctionnement du Parlement parce qu'on peut trouver des solutions. Et puis il n'y a pas d'électricité, ce n'est pas nouveau, les coupures et tout, mais on arrive à se débrouiller comme toujours, il faut se débrouiller dans ce pays. Donc il y a des points sur lesquels on peut évoluer, il y a beaucoup de manquements, beaucoup de l'organisation n'existe pas, le Parlement a encore du mal à démarrer, comme vous le voyez, 2 semaines après l'ouverture de la session, rien d'opérationnel sur le terrain. D'accord. On va parler de votre parti, où vous êtes, il faut le rappeler, membre du bureau exécutif de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Une crise que beaucoup avaient, il faut le rappeler en tout cas, prédit. Et aujourd'hui, elle éclate. C'est la sanction sur le vice-président Baouri, et fondateur de ce parti. On va revenir par rapport à cette sanction. Qu'est-ce qui a prévalu, cette sanction de Amadou Riba? Il faut d'abord rappeler 2 choses. Ce n'était pas une crise au sein de l'UFDG. Toutes ces années, les gens ont fait en supputant. Ah, c'est vous qui le dites, hein? Je vous informe. Ouais. Les gens parlaient de la contradiction. Lorsque le vice-président n'est pas d'accord par rapport à une idée, par rapport à un choix, par une stratégie du président, ça, ce n'est pas une crise. Il faut que les Guinéens s'habituent à ça. Nous sommes dans un parti démocratique, dans lequel la liberté d'opinion existe. Excusez-moi, à ce niveau, l'idéal, c'est d'aller ensemble, de marcher avec les mêmes idées. Attendez, non, ça s'appelle un parti communiste. Un parti démocratique, c'est un parti dans lequel c'est la meilleure idée qui triomphe. Ce n'est pas l'idée du chef qui triomphe.
c'est la meilleure idée émise. Et qui dit meilleure idée dit confrontation d'idées. Qui dit confrontation dit divergence. Cela, c'est le socle même démocratique et de fonctionnement de notre parti. Pendant ces années, le vice-président a exprimé ses divergences, a exprimé ses opinions là-dessus. Cela n'a pas constitué une seule jour de crise. Même si, par moment, il y a eu des attaques directement ciblées sur la personne du président de l'UFDG. Même s'il y a eu des attaques sur des décisions, des instances importantes du parti, cela n'a pas engendré de crise parce que nous avions systématiquement rappelé le vice-président de recadrer son discours, de rester dans le débat d'idées, de rester dans la confrontation d'opinions, dans les choix, et c'était mieux pour nous. La dernière sortie qu'il a eue et qui a prévalu à cette sanction, c'est sa décision unilatérale d'aller installer des structures du parti. Après qu'il ait pris la tête d'une organisation extra-parlementaire qui est opposée frontalement à l'UFDG, le parti dont il est le vice-président. Et ensuite, il est allé présider un congrès qui n'était pas autorisé sans le mandat du bureau exécutif, sans le mandat du conseil politique pour installer une fédération parallèle. Ça, c'est la dernière goutte d'eau qui a fait déborder et qui a donné lieu au conseil politique et du bureau exécutif de début de la semaine et qui a abouti à cette suspension de 3 mois. D'accord, ça c'est vous qui le dites, mais pour beaucoup d'observateurs, cette crise, elle était là depuis 2010. D'ailleurs, elle part des élections de 2010 où l'UFDG, qui était bien parti au premier tour, qui a été talonné par le RPG, donc aujourd'hui il est au pouvoir. Beaucoup estiment que c'est là-bas, en tout cas, la source de cette crise. Est-ce que vous partagez cet avis? Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que chaque fois qu'il y a une contradiction entre des acteurs dans la même formation politique en Guinée, on préfère parler de crise. Regardez les formations politiques voisines. Dès qu'on a contesté la décision du chef, hop, la décision c'est d'exclure. Nous ne fonctionnons pas comme ça. Ce n'est ni notre choix, ni notre volonté. C'est pour ça que cette sanction, il faut plutôt la voir sous l'angle de la défiance que le vice-président a eu vis-à-vis des textes du parti, plutôt que son opposition au choix ou aux idées du président de l'UFDG. Donc ce n'est pas le problème de crise. Là, il y a eu par le moment, on ne s'est jamais habitué à ce que quand le président d'un parti parle et que quelqu'un se lève derrière pour donner son opinion. Nous n'avons pas ces habitudes-là dans notre pays. Nous voulons faire cette innovation, montrer aux gens que la démocratie, c'est la confrontation d'idées. Quelle qu'elle soit personnellement, il arrive que je ne sois absolument pas du tout d'accord avec le président de l'UFDG, que je ne sois absolument pas d'accord avec le vice-président, que je ne sois absolument pas du tout. Tout le monde peut être d'un côté et je dis je ne suis pas d'accord et que j'avance mes idées. C'est cela l'UFDG. C'est un parti de débat, c'est un parti d'échange. Maintenant, beaucoup d'observateurs ne sont pas avertis, ne savent pas que quand on conteste, quand on émet son opinion, nous ne sommes pas dans la dissidence. Cela n'a rien à voir avec la volonté d'aller installer des structures parallèles. Et c'est cette dernière action qui est sanctionnée. D'accord. Autre cause de cet entêtement, il faut le dire, du président, comme vous le dites, du vice-président, c'est qu'il y a eu des condamnations. Lui-même, il a été victime d'une condamnation. On se rappelle lors de l'attaque du président de la République, où il a été condamné par contumace. Est-ce que cela n'a pas encore découragé? Parce que pour beaucoup, l'UFDG n'a rien fait pour assister l'homme. D'abord, qui est en exil, il faut le rappeler. C'est clair, il est malheureusement en exil. C'est qui nous affecte tous. Parce que c'est notre vice-président. Baour, ce n'est pas quelqu'un de rien. C'est quelqu'un qui compte dans le paysage politique guinéen. C'est un des premiers acteurs qui s'est battu pour les libertés fondamentales, les droits de l'homme en l'occurrence, en 1988. Moi, je l'ai connu ici, jeune étudiant. Nous étions déjà sous sa coupe pour courir, pour installer, pour rechercher, pour s'informer, pour parler des droits de l'homme. Je vous dis, 1988, on ne parlait même pas des partis politiques dans notre pays. Donc c'est un pionnier dans ce domaine. C'est un acteur politique majeur qui a une véritable culture. L'avoir dans notre parti, c'est un privilège pour l'UFDG. Et il a montré sa grandeur en ouvrant les portes de ce parti et qui a permis l'arrivée des grandes personnalités comme celle d'Alain pour donner l'envol que le parti a pris aujourd'hui. Donc c'est quelque chose de fondamental. Maintenant, la condamnation dont il a fait l'objet, on sait très bien que c'est une condamnation qui ne repose que sur rien. C'est une condamnation politique. Tout le procès du 19 juillet, c'est un procès politique. Le président de la République s'est aménagé un espace avec des prisonniers à lui. Il a voulu se débarrasser des gens qu'il n'aimait pas dans ce pays. Je vais vous donner un exemple. Regardez le général Nou Cham. Regardez le colonel Sadou. Aujourd'hui, ils sont en prison. Alors que la peine pour laquelle ils sont en prison, c'est l'abandon de poste. Ils sont accusés d'avoir abandonné les postes. L'un, il habitait au camp.
où il y a son bureau. L'autre, c'est à la montée des couleurs qu'on l'a arrêté en disant qu'ils ont abandonné le poste. Pour ces deux peines-là, pour ces deux gars, s'ils étaient reconnus coupables, ils ne risquaient que 3 mois de prison. Malheureusement, ça fait 3 ans qu'ils ne sont pas jugés. Donc ce sont des prisonniers de confort du président de la République. Cette situation, Bahouri la vie en exil. Nous prions Dieu pour qu'il revienne un jour dans ce pays. Ce n'est pas le problème. Ce que je veux dire, c'est que cet exil-là, quand il l'a eu, le parti s'est mobilisé. Tous les militants de l'UFDG se sont mobilisés pour apporter leur soutien à l'UFDG, au vice-président. Un soutien matériel, un soutien financier, un soutien humain, psychologique, tout ce qu'on pouvait faire. Et puis il y a des formes de soutien qu'on ne peut pas extérioriser. Des négociations se passent, qu'on essaie de l'aider. Tout le monde fait, chacun fait ce qu'il peut. Alors, attendez, ce qu'on nous reproche, c'est d'avoir pas organisé des manifestations pour son retour à Conakry. Effectivement, l'UFDG n'a jamais organisé de manifestation à Conakry pour réclamer le retour de Bahouri. Dans un pays où déjà les citoyens libres ne sont pas exempts d'assassinat, comment voulez-vous, avec toute l'adversité que le président nourrit à son encontre, qu'on demande à ceux qui reviennent dans ce pays, mais c'est signer sa peine de mort. Donc nous n'avons pas fait ça. Maintenant, ce sujet, on peut le discuter, mais ça ne peut pas donner lieu à une crise, parce que c'est quelque chose, ce sont des choix, ce sont des orientations. On ne peut pas non plus remettre en cause toute l'assistance que le parti a fait pour lui, et dans cette situation, ainsi que ses compagnons. On va parler de cette assistance, de ce soutien pour, en tout cas, beaucoup d'hommes politiques. Bahouri méritait mieux avec l'UFDG, c'est-à-dire il fallait, pourquoi pas, saisir des tribunaux, voilà, donc pour essayer de partir loin avec ce dossier. Attendez, on va saisir des tribunaux. Ces mêmes tribunaux sont incapables de dire le droit. Regardez tout le long du procès. Une seule fois, on a cité le nom de Bahouri par le commissaire Fabou, qui a cité son nom en disant qu'il l'aurait aperçu dans la maison de Fatou Badia. Personne ne montre qu'il avait une arme, qu'il a participé à quelques mesures de ça. Et si on condamne une telle personnalité par contumace, alors que son nom n'a été cité qu'une seule fois, comment voulez-vous qu'on s'adresse à un tribunal pour qu'il soit impartial? C'est impossible. La justice guinéenne, c'est une justice qui est à terre depuis très longtemps et qui a abandonné tous les principes d'équité et d'objectivité. C'est une justice à reconstruire dans notre pays. C'est une justice politique qui est dans notre pays. On ne peut pas, depuis 3 ans, nous la saisissons sur d'autres affaires d'assassinat, de meurtre. Il y a 700 morts depuis 3 ans dans ce pays. Près de 500 dans les conflits communautaires à Zérekoré. Après, il y a eu Zogota, il y a eu Saoro, il y a eu les violences à Guéguédou, à Kankan, il y a eu les violences politiques à Conakry, etc. 700 morts, c'est beaucoup. Aucune instruction judiciaire, aucune information n'a été ouverte. Que voulez-vous qu'on dise à cette justice alors qu'elle a abandonné depuis très longtemps? D'accord. Je rappelle que vous êtes dans votre émission Politiquement Correct. Vous nous suivez en Angola. Merci pour la fidélité. Nous recevons sur ce plateau Ousmane Gawal Diallo. Il est membre du bureau exécutif de l'UFDG. On va poursuivre le débat. Monsieur Diallo, parlant toujours de cette suspension, alors qu'est-ce que vous avez fait pour ne pas en arriver là? Parce que pour beaucoup, il fallait vraiment une médiation. On sait qu'il y a des coordinations, entre parenthèses, qui, voilà, certainement ne sont pas vues d'une bonne manière, en tout cas par beaucoup de Guinéens. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour ne pas en arriver là aujourd'hui? D'abord, les coordinations régionales ne sont pas dans le conflit politique. Elles ne sont pas. Bien sûr, il y a des personnalités importantes de ce pays qui sont de part et d'autre, qui sont écoutés. Et ils ne viennent pas intervenir quand ils interviennent au nom de la coordination. Ils viennent parce que c'est des personnes sages et qui sont considérées comme telles et dont la parole compte pour les uns et les autres. Ça, c'est important. Depuis 3 ans, depuis, disons, qu'il a pris la tête de l'opposition extra-parlementaire, il y a eu des avertissements officiellement du parti pour dire au vice-président, stop, vous n'êtes pas sur le bon chemin, vous ne respectez pas les règles, il faut arrêter. Ce n'est pas normal. Et quand on s'est rendu compte qu'il y avait un congrès qui était prévu, quand l'annonce est parue sur le net, il a reçu un autre courrier d'avertissement. Il n'y a pas d'autre forme d'intervention. C'est comme ça. Et il n'a pas obtempéré. Le conseil politique a siégé pour statuer là-dessus. C'est comme ça que ça se passe dans l'UFDG. Ce n'est pas parce qu'il est vice-président ou il est président du parti que quand il prend des libertés avec les textes, que ce sont les coordinations qui viennent régler. Non, ce sont les textes qui règlent. Après, nous souhaitons vivement que cette sanction soit une pédagogie pour lui, que ça lui permette de faire une pause pour se poser des questions sur ce que nous avons en commun, sur les valeurs qui fondent notre engagement, sur le partage que nous avons, sur l'héritage que nous voulons laisser aux enfants. C'est ça qui est fondamental et c'est la leçon-là
que nous souhaitons qu'il tire pour revenir vivement et vite au sein de l'UFDG. Sauf que lui, il a récemment réagi par rapport à cette sanction. Il estime que ça n'a pas d'importance. On ne peut pas le dénier le droit d'être affecté et puis d'avoir des réponses pour ça. Ce qui est clair, c'est que personne ne cherche l'exclusion de Bahouri. Personne ne souhaite qu'il parle de l'UFDG. Tout le monde souhaite qu'il prenne conscience du danger et qu'il redevienne vite celui qui va entraîner le débat, conduire la controverse et les échanges des idées au sein du parti. C'est cela que nous souhaitons. Comment est-ce qu'il peut entreprendre les débats? Il n'est pas... Mais c'est à l'issue de sa sanction. C'est-à-dire à l'issue de sa sanction, attendez, Bahouri, là où il est, peu importe, les idées voyagent plus vite que les personnes. Peu importe où qu'il est, où qu'il soit, il peut très rapidement introduire le débat, introduire les échanges, introduire la contradiction pour faire vivre la démocratie dans le parti. C'est ça qui est fondamental. D'accord. On apprend qu'il est à Dakar et que le président de l'UFDG, Cellou Dalein, devrait voyager. Est-ce qu'il est prévu qu'il se rencontre, qu'il en parle? Non, je ne sais pas s'il est prévu qu'il en parle, je ne crois pas du tout. En tout cas, ce n'est pas cette fois-ci. Maintenant, ils peuvent échanger par mail, par téléphone. C'est des personnes qui parlent aussi. Ce n'est pas parce qu'ils ne parlent pas entre eux. Peut-être que leur communication n'est pas publique, mais ils échangent. Rassurez-vous. Maintenant, Bahouri à Dakar, moi, je ne vois pas un événement extraordinaire. Il a vécu quasiment toute sa vie au Sénégal. C'est là qu'il a passé son collège, son lycée. Et c'est de ce pays qu'il est parti en France pour faire ses études universitaires avant de revenir à la mère patrie pour servir. Donc il connaît bien le Sénégal, il a toute sa famille, ses amis et tout. Qu'il vienne à Dakar, je ne vois pas où il est extraordinaire. Ensuite, il y a deux événements qui peuvent justifier aussi son retour. Il est invité à une conférence à l'université Cheikh Anta Diop pour parler de l'ethnisation des sociétés africaines notamment. Et puis il y a un patriarche qui est hospitalisé là-bas, il a Sekou Yaya qui est hospitalisé depuis un moment, il peut passer aussi voir le chevet. Maintenant, quant à El Cellou Dalein, il s'apprête à prendre l'avion ce week-end pour participer à la conférence des libéraux de l'Aldepac du côté de la Hollande. Et puis, à partir de là, il y a eu une série de visites, d'abord à Bruxelles auprès des parlementaires de l'Union européenne, et puis à Paris, où il va avoir 2 ou 3 rencontres avant de partir à Londres, pour finir un meeting au 2 mai en Grande-Bretagne avant de revenir dans le pays. Donc voilà le périple qui l'attend. Donc il n'y a rien à voir avec l'arrivée du vice-président à Dakar. Maintenant, rien n'exclut que si les uns et les autres ont besoin de parler, que le président modifie son calendrier pour faire une étape nécessaire quelque part, qu'ils se rencontrent pour discuter. C'est tout ce que les gens aussi souhaitent. Il faut qu'il y ait à un moment donné une discussion franche, que chacun se dise « j'ai eu tort ici, j'ai fait ça ». Il faut qu'on avance sur des bases solides. C'est ce que nous recherchons. Aucune médiation n'est prévue à ce niveau? Mais pour l'instant, on n'a pas de médiation. Nous avons des acteurs politiques majeurs qui sont là. Il y a des instances du parti qui sont là. S'il y a des médiations, ce n'est pas un conflit entre Bahouri et El Cellou. Je ne sais pas comment on fait ce type de médiation. C'est un conflit entre le vice-président Bahouri et le parti. Et le parti, ce n'est pas El Cellou qui va prendre la décision. Pour ça, il faut qu'il ait le mandat du bureau exécutif et du conseil politique. Il faut que il n'y a pas eu de réunion pour donner ce mandat au président de l'UFDG. Il ne peut pas donc aller librement dire oui, ce qui a été fait est fait. Non, il faut que le bureau exécutif, c'est 400 membres, et le conseil politique, c'est une quarantaine. Il faut que les deux instances-là se réunissent pour régler le problème. Qui a signé ce document? Le président de l'UFDG. Le président de l'UFDG. Qui est habilité à signer au nom du bureau exécutif, lorsque celle-ci a décidé. D'accord. On va revenir par rapport. Vous dites que il n'y a pas de conflit entre Cellou Dalein et Bahouri. On se rappelle, lors des élections, toujours de 2010, Bahouri reprochait Cellou de ne pas être pragmatique. Mais attendez, ce n'est pas un conflit. Je peux estimer que vous n'êtes pas pragmatique, ce n'est pas une source de conflit, c'est un point de vue que je donne. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas pragmatique. Peut-être que dans ma vision, vous êtes différent. Ce que j'imagine du pragmatisme est différent de ce que vous me montrez. Ça fait différent, ce n'est pas une source de conflit. Quand on reproche des gens, en tout cas au sein de l'UFDG, ça ne fait pas des conflits. D'accord. Selon les informations que nous avons reçues, le fédéral qui a été installé en France, d'ailleurs qui a coûté au vice-président cette sanction, il accuse Ousmane Gawal et voilà donc Dr Fodé Oussou aujourd'hui d'être en tout cas des instigateurs de cette sanction, mais surtout aussi on vous accuse d'être contre Bahouri. Bon, ce secrétaire fédéral qui a été installé par le vice-président, je ne sais pas qu'est-ce qu'il aurait dit par avance. Pourquoi je serais contre Bahouri? Je pense qu'il ne connaît pas Bahouri autant que je le connais. Pour quel motif?
Je ne suis Une pas... question de place. Mais je ne cherche aucune place à l'intérieur de l'UFDG. Je suis membre du bureau exécutif comme 400 autres membres du bureau exécutif. Je n'ai aucune responsabilité, je n'ai aucune ambition d'occuper un poste. Quand vous êtes fédéral, vous êtes secrétaire fédéral, quand vous êtes vice-président, quand vous êtes président de l'UFD, il n'y a pas de salaire là-dedans. Mais vous avez la voix au chapitre, monsieur. Mais moi, j'ai la voix au chapitre, ce qui justifie que je suis votre invité aujourd'hui, sans être vice-président. C'est parce que j'ai la voix au chapitre. Avoir la voix au chapitre, ça veut dire avoir des opinions, avoir des choses à dire. C'est cela, avoir la voix au chapitre. Et ça, tous les militants de l'UFDG, où qu'ils soient dans l'appareil, ont la voix au chapitre. Ce n'est pas un privilège. Quand on a des choses à dire, vous avez un espace pour le dire. Vous avez l'Assemblée générale, vous avez le bureau exécutif, vous avez le conseil politique pour le faire. Donc je ne suis pas membre du conseil politique. Je ne vois pas quels sont les avantages matériels qui pourraient me pousser à dire que j'ai envie de prendre la place de Bahouri. Il n'y a rien là-dedans. Donc il a un parcours, il a un avantage. Nous ne concourons pas dans la même catégorie. Nous n'avons pas les mêmes expériences. Il en a beaucoup plus que moi. Nous n'avons pas les mêmes parcours politiques. Il en a beaucoup plus que moi. J'ai encore du temps pour arriver probablement à ce niveau. Vous n'avez pas la prétention d'être président de ce parti, ce grand parti? Je voudrais être le président du monde dans quelques années. Voilà, on va poursuivre. On va parler des conséquences de cette crise, même si vous n'êtes pas d'accord qu'on l'appelle comme ça, alors que, en tout cas dans la cité, ça fait jaser, ça fait parler beaucoup de Guinéens. Est-ce que cela ne va pas encore jouer sur ce parti par rapport aux prochaines échéances, c'est-à-dire les élections de 2015, les élections présidentielles? Non, ce n'est pas que je refuse le terme crise. S'il y a crise, c'est une crise entre le vice-président et le parti. Ce que je ne dis pas, c'est que je ne souhaite pas qu'on dise que c'est une crise. Mais c'est un vice-président qui a ses militants. Attendez. C'est pas une crise entre le vice-président et le président. C'est ce que je refute. Par contre, c'est une crise entre le vice-président et le parti. Parce que ce sont les décisions du parti qu'il est en train de subir aujourd'hui. Donc ce n'est pas entre deux personnes, c'est entre une personnalité et les appareils. Maintenant, quand vous dites est-ce que ça a des conséquences, ça peut avoir des conséquences. Douloureuses même. Attendez, c'est toujours difficile. Psychologiquement, qui connaît le poids de Bahouri? Qui connaît son parcours? C'est toujours gênant, même pour nous. Vous croyez que ça nous réjouit de dire que le vice-président a été sanctionné? C'est gênant. C'est comme lorsque vous voyez votre papa subir la sanction parce qu'il n'a pas respecté la loi. Même si c'est parce que votre papa a grillé le feu rouge dans une circulation et que le policier l'arrête pour lui faire un PV, c'est gênant pour l'enfant. Donc on est en train de là. Le vice-président vient de griller un feu rouge. Il a reçu un carton jaune. C'est gênant. Ce n'est pas quelque chose de réjouissant. Donc ça crée ce malaise. Ça existe. Mais ce n'est pas un malaise qui soit de nature à provoquer des crises à l'intérieur du parti. Tous les militants sont d'accord que le vice-président n'a pas respecté les statuts et le règlement intérieur. Là-dessus, tout le monde est d'accord. Tout le monde, vous ne verrez aucun militant qui va vous dire que ce n'est pas vrai. Ah mais si, Donc, attention, après, oui, excusez-moi, nous avons interrogé en tout cas des militants de l'UFDG qui estiment qu'il y a en tout cas une certaine action d'exclure le vice-président. Non, je suis sûr que vous n'avez pas rencontré un militant de l'UFDG. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord qu'il a fait quelque chose qui n'est pas normal. Mais il y en a qui vont être indulgents, qui vont se dire, malgré, on est d'accord, il a violé les statuts et les règles, donc, mais il faut le laisser, il ne faut pas le sanctionner. C'est les sentiments qui parlent. Nous disons à ces gens-là, si quelqu'un viole les règles communes et qu'on le sanctionnement, quel message envoie-nous pour les autres Guinéens, pour la Guinée de demain? Que ferons-nous lorsqu'un d'entre nous va violer la Constitution demain? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc nous sommes obligés de rappeler aux gens que l'application des règles, c'est une leçon de gouvernance que nous sommes en train de donner aux uns et aux autres, en disant qu'il n'y a pas de gens au-dessus de la loi. Nous avons envie que notre société soit une société normée, que ce soit une société qui marche, que ce soit une société qui fonctionne en respectant ces lois, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas du gouvernement guinéen et du président de la République, qui est le premier à violer la Constitution. Nous ne voulons pas nous comporter comme la gouvernance du RPG. Donc, c'est pour ça que cette sanction est justifiée. Maintenant, l'action nécessite indiscutablement une pédagogie, une explication. Et c'est ce que nous faisons depuis le mardi. Via nos sections, via nos comités de base et nos fédérations, nous essayons d'expliquer le bien fondé de cette sanction, parce que nos militants, ils ne réagissent que lorsqu'ils ont le sentiment qu'ils ont été abandonnés, qu'ils ont le sentiment que leurs droits n'ont pas été respectés. Sinon, c'est des gens vertueux en matière de respect des droits fondamentaux. D'accord. Nous avons appris aussi que ces comportements du vice-président Bahouri auraient été motivés par le fait qu'il échange, en tout cas, sa liberté, c'est-à-dire son retour en Guinée, par
une politique de déstabilisation de l'UFDG? Non, nous, on n'a pas ces considérations. Ce sont des rumeurs souvent qui sont lancées. On a en face un pouvoir dont le marché, le fonds de commerce, le RPG, c'est de diffuser des rumeurs même infondées. Nous n'avons aucune information par rapport à ça. Et ce n'est pas ça qui fonde la décision de l'UFDG. La décision est prise par rapport à des cas précis et qu'on peut vérifier. Il est allé, il a présidé un congrès, il a violé les articles 48 et suivants du règlement intérieur, il a subi la sanction à partir de l'article 51 qui explique qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on subit lorsqu'on fait de tel ou tel comportement. C'est tout. Le reste, c'est des rumeurs, c'est des choses que nous ne considérons absolument pas. À quoi peut-on s'attendre dans les prochains jours par rapport à cette situation au niveau de votre parti? Nous attendons vraiment que le vice-président se ressaisisse et qu'il redevienne à de meilleurs sentiments et qu'il fasse, pourquoi pas, je ne sais pas quelle forme ça prendra, mais montre qu'il a pris conscience du péril qu'il y a dans la demeure et qu'il est prêt à se remettre dans les rangs pour travailler avec tout le monde pour préparer l'alternance en 2015. D'accord. Alors, l'alternance en 2015, sauf que ça risque d'être difficile pour beaucoup d'observateurs. Nous traversons des crises dans ce pays. Est-ce que vous avez la foi à ce qu'on organise des élections en 2015 au niveau de l'UFDG? Nous ne disons pas forcément qu'il faut des élections. En 2015, il y aura une alternance. Alpha Condé ne passera pas le 31 décembre 2015 comme président de la République. Qu'il ait organisé des élections ou pas, qu'il le souhaite, il organise des élections. S'il n'organise pas des élections, on le chassera du pouvoir. Comment vous allez... Nous organiserons une insurrection dans ce pays pour le mettre hors du pouvoir guinéen. Ce n'est pas un discours de rue. Il faut qu'il comprenne que c'est impératif et qu'on ne joue pas avec les lois de la République. D'accord. Alors comment vous préparez ces échéances si Nous les préparons très bien, nous sommes sereins et nous sommes persuadés que tout sera mis en œuvre pour qu'il y ait des élections claires, transparentes. Au cas échéant, c'est la Guinée même qui va être en danger. Et nous ne permettrons pas que le président de la République joue avec ça, avec la Guinée, parce que c'est plus important que tous. Il faut absolument que ce pays se ressaisisse. Personne ne dépassera le cap du 31 décembre pour dire on organisera en 2016. En 2016, s'il y a des élections, ça ne sera pas Alpha Condé comme président de la République. Comment vous avez géré, en tout cas, les leçons du passé, c'est-à-dire les élections de 2010? Beaucoup estimaient en tout cas que l'UFDG passait devant. Ça n'a pas été le cas. 2015 approche. S'il y a élection... Nous avons tiré les leçons. Nous avons compris beaucoup de choses, y compris le mécanisme de la fraude et puis l'idée qui consiste à faire croire aux Guinéens que c'est parce qu'on a donné 2 sacs de riz que telle communauté a voté pour telle, ce qui est faux. Il y a la fraude qui a installé le président par effraction à la tête de la nation guinéenne. Nous avons tiré les leçons. Certaines des leçons ont été améliorées, ont été intégrées. Ça nous a permis de préserver un certain nombre d'électorats lors des législatives. Nous allons parfaire notre machine électorale lors des prochaines élections locales et puis elle sera parfaitement opérationnel en 2015 pour nous permettre de parer à toutes les éventualités. Alors, on vous taxe aussi d'être un parti ethnique. Est-ce que vous avez pensé à ces allégations? Disons que moi, je ne comprends pas ce que ça veut dire un parti ethnique. Je ne comprends même pas la notion d'ethnie, à vrai dire. Parce que moi, je suis en face de vous. Si on me dit je suis de quelle ethnie, l'ethnie, ça ne correspond à rien. Mais c'est une réalité dans les mouvements politiques en Guinée. Ce n'est pas une réalité, l'ethnie. La notion même de l'ethnie n'existe pas. Je vais vous donner un exemple. Si vous prenez Ousmane Diallo, vous allez dire quoi? Parce qu'il est Diallo, vous allez dire que c'est un Peul. Je concède. Parce que j'ai une culture Peul. Mais si vous prenez le général Kéléfa Diallo, vous allez dire que c'est un Peul? Non, vous allez dire que c'est un Malinké parce qu'il a la culture, les traditions, les habitudes, les us et les coutumes de cette communauté. Si vous prenez le secrétaire général de l'UFDG, qui est Condé Aliou, qui est né, dont les parents sont nés là-bas, mariés là-bas et tout, vous allez dire que c'est un Malinké? Je vous en prie, cette notion n'existe que dans l'imaginaire de certains politiciens qui sont en mal de programme et de discours. Ça n'existe absolument pas du tout. Maintenant, si l'idée c'est de dire qu'il y a des peuls là-dedans, dans l'UFDG, en majorité, tant mieux. Ça ne fait pas de notre parti un parti Peul, pour la simple raison que un parti, ce sont des textes, ce sont des discours. Écoutez les discours du plus petit responsable de l'UFDG au plus important. Vous ne verrez jamais un discours sectaire, un discours communautaire, un discours stigmatisant. Regardez les textes fondateurs du parti, vous n'en verrez pas jamais. Regardez les responsables du parti. Vous prenez les 5 premiers responsables ou les 6 premiers. Vous avez celui d'Alain Diallo qui est Peul, de nom. Vous avez Baouri qui est Peul, de nom. Vous avez Anne Tofani qui est forestière, vous avez de nom. Vous avez Léa Aketa qui est Malinké de nom.
vous avez Dr Ousfofona qui est sous de nom, etc., etc. Vous voyez l'organigramme du parti, vous ne direz pas. Maintenant, est-ce qu'il y a plus de militants de telle région à telle région dans un parti? C'est là, c'est clair, mais ce n'est pas le choix, ni dans les programmes, ni dans l'organisation, ni dans les discours. Ce sont des adhésions personnelles. Moi, je suis plus enclin à avoir des supporters à Gawal qu'à Kouroussa, parce que je suis connu à Gawal, j'ai grandi là-bas, je suis né là-bas, je suis plus connu là-bas que des gens de Kouroussa qui ne me connaissent pas et qui vont avoir du mal à décider de me choisir parce qu'ils ne me connaissent pas. Il faut du temps, tout cela. D'accord, on va parler de vous parce que il y a beaucoup qui se demandent qui est Ousmane Gawal, il est qui dans l'IFDG, il a beaucoup pas faire dans ce parti. Alors est-ce que vous avez en tout cas quelque chose à dire à ceux qui estiment que vous partez loin? Non, disons que je suis un acteur politique depuis très longtemps. J'ai dit tout à l'heure, depuis 1988. J'ai participé quasiment à la création des premiers partis politiques ici. J'étais membre du Parti guinéen du Progrès, qui était présidé par Alpha Abdoulaye Portos Diallo, avec Dr Faya Milimono. C'est le premier parti politique agréé en Guinée. Donc, je suis parti de ce parti-là. Et puis après, il y a eu un parcours normal, un parcours traditionnel, universitaire, d'abord en Guinée, puis en France, en Angleterre et au Canada, avant de revenir faire une carrière professionnelle dans l'informatique bancaire en France depuis 16 ans. Et puis après, j'ai abandonné ça pour aller dans d'autres formes, dans les médias, dans les assurances. Et en 2012, je me suis résolu à abandonner travail et famille pour venir m'impliquer dans le débat politique guinéen. Qu'est-ce qui a motivé cela? La volonté d'agir, la volonté de ne pas subir les affres de la politique, la volonté de ne pas être inactif quand on voit la dérive à l'horizon, la volonté de donner du soi pour que la Guinée soit meilleure. Est-ce qu'aujourd'hui vous parlez avec Jean-Marie Doré? On ne parle pas, je ne vois pas les sujets sur lesquels on pourrait parler. C'est quelqu'un qui est tourné vers le passé. Moi, je suis orienté vers l'avenir. Vous êtes orienté vers l'avenir. On va poursuivre certainement les dernières minutes de ce débat. Je rappelle que vous suivez Politiquement Correct sur Espace TV. Je reçois comme invité Ousmane Gawal Diallo. Il est membre du bureau exécutif de l'Union des forces démocratiques de Guinée, présidé par Cellou Dalein Diallo. On va parler de l'actualité. Quelle est l'actualité qui vous a le plus marqué cette semaine, en tout cas, dans notre pays? Disons deux choses. J'étais extrêmement choqué par le discours du ministre de l'administration du territoire qui stigmatise et qui crée la polémique au lieu d'être celui qui rassemble, celui qui a l'écoute et celui qui fait appliquer la loi. C'était quelque chose d'extrêmement choquant. Et puis, j'ai vu les paniques aussi des populations vis-à-vis de cette maladie. Et puis, en dehors de ça, ce qui fait le plus rire, c'est de voir le gouverneur, le nouveau, se promener dans les marchés en promettant qu'on a créé ville propre. Pour la propreté, c'est un processus, c'est un système qu'on met en place, du ramassage à la transformation. Apparemment, ils ne l'ont pas encore compris. D'accord, apparemment, ils n'ont pas compris. Alors, si vous étiez à la place de Bahouri, comment auriez-vous, en tout cas, géré cette situation-là? Vous comportez comment? Dignement, en assumant mes responsabilités, en disant oui, j'ai fait faute, je me suis trompé, j'ai agi mal. Parce que ces textes, je les ai écrits aussi. Bahouri a écrit ces textes. J'aurais soutenu que j'ai écrit et que j'ai prévu ces sanctions pour des comportements comme ça et qu'aujourd'hui, ces sanctions sont appliquées. Je les accepte avec dignité. Et puis après, faire amende honorable pour aller de l'avant. C'est cela que j'aurais fait, avec beaucoup de dignité, bien sûr, et de gravité, parce que le moment est difficile. Est-ce que, du fait que Bahouri est le fondateur de l'UFDG, et aujourd'hui, l'UFDG, en tout cas, l'image phare de ce parti, c'est Cellou Dalein, à ce niveau, est-ce qu'il n'y a pas de problème? Non, il n'y a pas de problème. Vous savez, un parti, il faut se réjouir d'avoir été le fondateur. L'histoire retiendra que Bahouri, plus 6 personnes ont eu cette idée. Et 30 autres personnes les ont accompagnés lors de la création de ce parti. Parmi les 6 premiers fondateurs, 3 sont des députés de l'UFDG, aujourd'hui. Et puis il y a 2 qui sont impliqués, accusés malheureusement dans l'affaire du faux attentat contre le président de la République et qui sont en exil. Je parle de M. Lamine Diallo et de Bahouri lui-même. Donc cette situation, c'est un héritage. C'est quelque chose qu'on dira demain, dans 20 ans, dans 50 ans, que Bahouri et ses compagnons ont eu l'idée de créer ce parti. Et ont eu la générosité d'accueillir des gens. Et ce qui a permis de créer cette force politique aujourd'hui. Cela restera dans les annales de l'histoire de ce parti. C'est déjà cela. Mais le fait d'avoir été un fondateur n'est pas un privilège qui nous met à l'abri des dispositions prévues dans les textes du parti. C'est cela qui est là. Vous vous rappellerez que lorsque le fondateur de Macintosh, Steve Jobs, a eu des problèmes avec
la société l'a tout simplement viré. Et c'est comme ça, quand vous faites des lois, n'oubliez pas que ces lois peuvent s'appliquer à vous. Il a toujours dit mon parti. Est-ce que c'était pas inquiétant, hein? Vous savez, il y a des gens qui ont du plaisir à dire c'est mon bien. Un parti, ce n'est pas une propriété privée. Et je ne pense pas que dans son esprit, il confonde la propriété privée. Il a envie d'exprimer l'idée des premiers, ceux qui ont initié cette idée. Je pense que c'est ça qui revient dans la compréhension. Si jamais Bahouri revenait avec une autre formation politique, est-ce que cela inquiéterait beaucoup plus encore l'UFDG? Ce serait dommage. C'est pas que ça nous inquiète, ça serait dommage parce que c'est quelqu'un qui compte dans le paysage politique. Même si vous perdez aujourd'hui un militant, c'est quelque chose de grave. Alors, a fortiori, si vous perdez de la taille ou de l'envergure du vice-président, donc c'est quelque chose qui serait dommageable pour nous. Quel discours vous tenez aujourd'hui à ces militants, sympathisants de l'UFDG par rapport à ce que traverse le parti? Un discours de la transparence et de la vérité. D'expliquer pourquoi cette disposition a été appliquée, quel a été le comportement qui a été sanctionné. C'est important que les uns et les autres comprennent et jugent eux-mêmes. D'accord. Je rappelle que nous sommes dans Politiquement Correct, en tout cas nous sommes dans les dernières minutes de cette émission où nous recevons comme invité Ousmane Gawal Diallo. Il est membre du bureau exécutif de l'UFDG. Vous nous suivez à Dakar. Merci encore pour la fidélité. L'une des dernières questions. Aujourd'hui, les acteurs de la transition, je vais parler du général Sekouba Konaté, du capitaine Dadis, sont hors de nos frontières. Beaucoup, en tout cas à un moment donné, on a appris que Dadis pourrait revenir en Guinée, mais il y a quand même des problèmes. On se souvient de ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. Au niveau de l'UFDG, quel est le regard que vous portez par rapport à ce dossier? C'est dommage que les Guinéens soient privés de justice. Moi, j'aurais souhaité que le président de la République, tel qu'il s'est engagé, que le capitaine Dadis puisse revenir en Guinée, qu'il réponde à la justice. Vous pensez que ça dérange à quelqu'un? Ça doit déranger le pouvoir, ça doit déranger le président de la République. Si Dadis est coupable de quelque chose, que la justice se prononce librement et qu'il paye sa culpabilité. S'il n'est pas coupable, ce n'est pas normal qu'on exile un citoyen guinéen dans un pays limitrophe. Ce n'est pas nécessairement bon. Ce n'est pas bien pour notre pays. Il ne faut pas laisser perdurer cette situation. La Guinée, aujourd'hui, il n'y a rien qui empêche un procès de se dérouler pour que les responsabilités des uns et des autres soient situées. C'est fondamental. Quant au général, comment il s'appelle, Sekouba Konaté, il n'est pas en Guinée, mais je pense que c'est un choix personnel. Je ne vois pas que ce soit indifférent avec le président, bien que par petite presse interposée, on a senti un certain malaise dans leur relation. Mais s'il décidait de rentrer en Guinée, il ne fait pas l'objet d'une poursuite quelconque. D'accord. Une dernière question certainement, avant-dernière parce qu'on a encore quelques minutes. Si jamais la Guinée, avec toutes ces crises-là que nous traversons, ne s'en sortent pas, comment vous voyez déjà la Guinée donc après 2-3 ans? Nous savons qu'il y a les échéances, c'est-à-dire les élections qui nous attendent, toutes ces crises que nous traversons. Comment vous voyez la Guinée, ce pays qui a des richesses, mais jusque-là, plus de 50 ans, ça ne marche pas? Ça ne marche pas parce qu'on a pêché dans les ressources humaines. Les ressources d'un pays, ce sont les ressources humaines. Ce sont ces ressources-là qui ont été décimées. Pendant des générations de gens et de cadres de très haut niveau ont été éliminés du paysage politique. La réflexion a été abandonnée. L'élite s'est dissoute. L'excellence a été prohibée. Donc, ce sont là des barrières qui empêchent ce pays d'émerger. L'autre aspect, c'est qu'on ne prend pas nécessairement conscience. Le président de la République actuelle est témoin de tout ça parce qu'il est dans le combat politique depuis plus de 60 ans maintenant qu'il se bat. Aujourd'hui, il laisse perdurer une crise dont il sait que l'issue sera fatale et pour son régime et pour l'image de la politique pour de nombreuses années. Nous avons des élections qui étaient programmées, des engagements. Quand le président de la République et le gouvernement prennent un engagement, ils doivent respecter leur engagement parce que c'est ça qui sacralise le pouvoir du chef d'État. C'est ça qui sacralise la parole de l'autorité publique, c'est important. Mais ils jouent avec cela. Ils affaiblissent par ça même l'autorité de l'État. Les échéances, si on ne les tient pas jusqu'à la fin de saison pluie, on va avoir encore des crises, on va avoir des manifestations, on va avoir des situations qui ne font pas honneur à notre pays. Il faut que les Guinéens se ressaisissent. Aucun n'est supérieur à quelqu'un dans ce pays. Personne ne pourra régenter la vie de tous dans ce pays. Nous avons des institutions, renforçons-les. Renforçons la cohésion nationale par le dialogue. C'est ce que nous recherchons. Depuis de nombreuses années, on se bat pour que ce pouvoir soit un pouvoir moins autiste, qu'il soit ouvert,
qu'il soit disponible pour être à l'écoute des acteurs politiques afin qu'on puisse trouver ensemble les chemins de la paix. Une dernière question. La fête de l'indépendance, en tout cas pour cette année, se déroulera du côté de Mamou. Comment vous avez trouvé ce choix? Pour moi, c'est inutile. Ça ne me regarde absolument pas du tout que la fête soit organisée à Mamou, à Zérekore ou à Koya. Pour moi, ça n'a aucune importance. Je vois très peu de Guinéens qui célèbrent la fête du 28 septembre. C'est ça qui est dommage. Quand on arrive à la fête de l'indépendance, personne d'entre nous n'est heureux. Parce qu'on regarde dans le rétroviseur, on voit le gâchis humain, on voit la déconfiture de notre société, on voit l'immensité de la tâche qui nous reste à accomplir, on voit une école qui est en disparition, on voit une santé qui est absente, on voit une éducation qui est là, une crise, une jeunesse qui est à l'abandon, sans emploi, une formation médiocre. C'est ce que nous voyons dans le rétroviseur. Et il n'y a rien à célébrer. 50 ans, 60 ans, 70 ans après, la Guinée souffre toujours comme au temps colonial. C'est déplorable. Un dernier mot par rapport à tout ce que nous avons dit? Disons, je suis heureux quand même d'être là et de contribuer à ma manière pour faire en sorte que les idées de la liberté triomphent encore. Je vous remercie. Merci mesdames et messieurs, c'est la fin de ce plateau politiquement correct. On se retrouve dimanche prochain. Je rappelle que nous avions comme invité Ousmane Gawal Diallo. Il est membre du bureau exécutif de l'Union des forces démocratiques de Guinée. À la prochaine. Salut à tous.